Durant les années 30, Orson Welles s'est fait connaître principalement dans deux activités. C'était un metteur en scène de théâtre. Il a monté sa propre compagnie, la Mercury Theatre, dont vous avez vu toute la distribution en générique de fin. Et il a mis en place des émissions de radio qui ont eu un grand succès, et notamment une émission bien connue, l'adaptation de La Guerre des Mondes, qui, selon la légende, a mis tous les Américains en panique, qui croyaient que les Martiens débarquaient réellement. Ça a été très amplifié, mais ça a eu un véritable retentissement. Et lorsque Hollywood le contacte, c'est quelqu'un qui est déjà connu, même s'il n'a absolument aucune expérience dans le monde du cinéma. La RKO, à l'époque, un studio, se dote d'un nouveau président qui s'appelle George Schaefer et qui décide d'une nouvelle politique et de mettre en place ce qu'ils appellent des films de qualité. Et ils ont une ambition un petit peu artistique. Et donc, ils contactent Orson Welles en lui proposant un contrat totalement inédit dans lequel il va avoir une très grande liberté créatrice. Il va avoir la possibilité, pour un contrat de 5 ans et de 5 films, d'être le producteur, le réalisateur, le scénariste, l'acteur principal, de faire venir toute sa troupe de théâtre pour le reste du casting et d'avoir le Graal à Hollywood, c'est le final cut, c'est-à-dire le droit de regard sur le montage final. Généralement, ce sont les producteurs qui le décident. Et lui, alors qu'il n'a aucune expérience, va pouvoir entièrement contrôler tout le processus de création de son film. Il commence par mettre en place un projet. Son premier projet, il y tient énormément, c'est une adaptation de Heart of Darkness, Au cœur des ténèbres, de Conrad. Il y travaille beaucoup et il finit par abandonner parce qu'il se rend compte que tous les désirs qu'il a en matière de décor notamment vont coûter très cher et on ne lui alloue quand même pas un budget colossal. Il faudra attendre une quarantaine d'années avant qu'un autre génie s'y mette. Ce sera Francis Ford Coppola avec Apocalypse Now et toute l'histoire qu'on connaît derrière en termes de dépassement de budget. Ça a été un bel exemple. Un autre projet mis en place, Miller with a Knife, qui n'aboutit pas non plus. Et on met en contact Orson Welles avec un scénariste qui s'appelle Herman Mankiewicz et qui est le frère du réalisateur Joseph L. Mankiewicz, qui est connu pour avoir fait très grands films, dont certains qu'on verra probablement ici, et notamment Le Fantôme et Madame Muir. Il y a aussi Ève, par exemple, Jules César, une adaptation de Shakespeare, sachant que Orson Welles est un grand spécialiste de Shakespeare et il en a mis en scène un très grand nombre sur le théâtre. Et il le fera aussi dans quelques adaptations cinématographiques par le futur. Herman Mankiewicz est quelqu'un qui a de grandes fréquentations dans la haute société de Los Angeles et hollywoodienne, et qui connaît notamment un magnat de la presse qui s'appelle William Randolph Hearst, et sa maîtresse, Marion Davies, qu'il côtoie beaucoup, notamment dans une splendide demeure qu'on appelle le Hearst Castle, le château de Hearst, qui est à Saint Simon, pas loin de Los Angeles, et qui ressemble à s'y méprendre au Xanadu qu'on a vu dans le film. Il est notoirement alcoolique et à la suite d'un accident de voiture, il a la jambe dans le plâtre et on va l'exfiltrer de Los Angeles pour le faire résister à toutes les tentations mondaines. On le met à 150 km de la ville, sous l'étroite surveillance d'un proche collaborateur d'Orson Welles, et il commence à écrire un film qui s'intitule au début American, et sur lequel il va y avoir un très grand nombre de scripts différents. À partir de la troisième version, sur les 7 ou 8 qu'il y aura au total, Orson Welles collabore, il vient travailler avec lui, il va beaucoup resserrer, beaucoup élaguer, et ils aboutissent à une version finale qui convainc tout le monde, et la production est lancée. Welles s'entoure d'une équipe qu'il choisit intégralement. En ce qui concerne le casting, il s'agit donc de ses proches collaborateurs avec lesquels il a une expérience déjà très nette de travail pour le théâtre, une équipe qui lui est entièrement dévouée, et c'est quelque chose dont il va évidemment beaucoup profiter pour contrôler tous les processus de la création. Pour le montage, il va faire appel à un jeune monteur qui s'appelle Robert Wise, et qui deviendra très connu par la suite. C'est lui qui a réalisé notamment La Mélodie du Bonheur ou West Side Story, par exemple. Et un tout jeune compositeur de musique qui s'appelle Bernard Herrmann, dont c'est la première composition, et qui va avoir des conditions là aussi exceptionnelles. Généralement, à Hollywood, on octroie 4 à 6 semaines de travail pour un compositeur, et là, il a le droit à 14 semaines,
et il va pouvoir faire un travail assez particulier qui est là aussi en lien avec ce que Wells a pu mettre en place dans ses séries radiophoniques. Pour la photographie, qui va être un élément évidemment majeur, le chef opérateur, il s'agit de Greg Toland, qui a 36 ans, c'est déjà un homme assez chevronné pour l'époque. Il a obtenu un Oscar, ce qui va permettre d'ailleurs à Wells d'avoir une certaine caution. Hollywood l'attend clairement au tournant. On n'est pas très heureux de voir un jeune homme de 25 ans débarquer comme ça et avoir sur un plateau d'argent les meilleures conditions possibles, alors que certains réalisateurs déjà bien expérimentés n'ont pas du tout droit à un tel traitement de faveur. Donc Greg Toland, il a déjà travaillé avec les plus grands, il a travaillé avec Von Stroheim, avec Howard Hawks, avec William Wyler, il a travaillé aussi pour John Ford, c'est lui qui a fait donc la photographie des raisins de la colère, et il est ravi de travailler avec un novice, il dit, voilà, c'est probablement la seule personne qui pourra m'apprendre quelque chose de nouveau, et c'est effectivement ce qui va se passer. Ils vont travailler en très étroite collaboration en amont du tournage sur toute la dimension visuelle du film. Ils travaillent avec le chef décorateur aussi, et ils vont profiter d'un nouveau type de pellicule qui sort et qui permet un plus grand travail d'éclairage et notamment de profondeur de champ, et c'est quelque chose qui va avoir une conséquence très importante pour l'esthétique du film, mais on y reviendra. Pendant la préparation et pendant l'écriture du scénario, durant à peu près une année, le jeune Orson Welles rôde dans les studios. Quand il arrive, il voit ces studios et il dit c'est le plus beau jouet mécanique qu'on puisse offrir à un enfant, et il regarde comment ça marche, il apprend. C'est vraiment un génie qui touche à tout depuis son enfance, et là il regarde comment tout fonctionne, le processus de A à Z, la prise de son, les décors, la lumière, le montage, et il emmagasine, il expérimente et il regarde comment ça marche. Le tournage se met en place et très rapidement, Wells opte pour une méthode assez secrète. Il fait croire pendant un long moment au producteur qu'il est en répétition, alors qu'en réalité, il tourne déjà, il veut tourner le plus vite possible des choses sans contrôle, et quand les producteurs de la RKO passent à l'improviste, ils ont toujours accès à un studio dans lequel le tournage est censé se dérouler, et ils y voient des gens, des machinistes, des acteurs qui jouent au baseball, comme s'ils étaient en train d'attendre que les choses se passent, alors qu'elles se passent à un autre endroit et elles sont déjà bien avancées en réalité. Il y a une méfiance de la part de Wells, parce que Wells a toujours tout contrôlé quand il était au théâtre et à la radio, et là, il ne veut absolument pas que d'autres personnes interviennent dans son travail. Il y a une méfiance aussi qui est celle de la presse, qui est attentive à ce qui se passe, et des échos qui commencent à y avoir sur le fait qu'il y ait un possible lien entre le scénario concernant Charles Foster Kane et le fameux mania de la presse, William Randolph Hearst. C'est quelque chose que Wells n'a pas envie d'ébruiter, parce que ça risque d'avoir des conséquences fâcheuses si le Hearst en question décide de mettre son nez là-dedans et de faire intervenir son colossal empire médiatique, exactement comme celui de Kane, pour décider de mener campagne contre le film. Le tournage se déroule dans de bonnes conditions, même si les exigences techniques vont imposer un travail extrêmement assidu. Comme il a son équipe autour de lui au niveau des acteurs, il arrive qu'il travaille exactement comme dans les conditions de théâtre, c'est-à-dire qu'il est arrivé qu'il tourne 24 heures d'affilée avec la même équipe. La moyenne de l'équipe aussi entre 25 et 40 ans, donc c'est une équipe très jeune, très dévouée, très motivée, ce qui lui permet de ne pas avoir de problème avec des gens plus branchés, enfin plus chevronnés, qui auraient des habitudes très syndicales, parce que c'est une véritable industrie. Hollywood, tout est extrêmement normé, et là on n'est pas du tout dans le découpage habituel des tâches, au contraire, tout tourne autour de Wells et c'est lui qui décide absolument de tout. Le tournage s'achève, il arrive à respecter le budget, il ne le dépasse que de 10%, 12%, donc c'est quelque chose qui lui est reconnu. Il a un budget qui est assez confortable, mais qui n'est pas non plus astronomique, et quand on voit le nombre de décors différents, par exemple, il a réussi à jouer sur un certain nombre d'effets spéciaux pour donner une illusion de grandeur, de profondeur, tout en ayant un budget qui soit raisonnable.
au bout d'un moment, le film étant terminé, certaines personnes commencent à le voir, et notamment des écotières, hein, des journalistes célèbres qui sont des grandes mondaines du tout Hollywood et qui sont proches de Hearst. Hearst est proche d'à peu près tout le monde, et on finit par comprendre que sur bien des points, la vie de Kane est la vie de Hearst. Et là, le film se paralyse soudainement parce que les services juridiques de la RKO sont dans l'attente de savoir si Hearst va mettre en place une procédure judiciaire d'attaque pour atteinte à la vie privée ou de diffamation. Et pendant 3 mois, le film est totalement bloqué et on ne sait plus quoi faire. Il y a une série d'hommes, de manias d'Hollywood qui décident d'ailleurs de faire un pot commun et de venir au studio de la RKO avec la somme de 842 000 $, soit le budget du film, et ils disent au président, ben voilà, on vous donne le budget du film contre le négatif, et on fera ce qu'on veut du négatif, à savoir le brûler, et personne ne verra jamais ce film. Donc l'influence de Hearst va quand même jusque-là. Schaeffer résiste et menace même d'attaquer en justice les salles qui ne diffuseraient pas son film, alors qu'elles ont un lien normal avec la RKO pour les autres. Et les avant-premières sortent et les critiques sont absolument dithyrambiques sur le film. Entre-temps, il y a une autre polémique, c'est que Welles décide, comme son contrat l'y autorise, de signer seul le scénario durant le générique. Et ça, c'est quelque chose qui ne plaît pas du tout à Mankiewicz, qui a énormément travaillé sur le scénario et qui va rendre public cette décision-là. Et finalement, il va céder, Welles va céder, et ils signeront tous les deux le scénario. De très nombreuses études ont été faites a posteriori, durant les années 70 notamment, pour savoir à qui attribuer réellement la paternité du scénario. Mais dans la mesure où on avait des témoignages des deux côtés qui étaient à peu près aussi mensongers l'un que l'autre, ça a été assez difficile de le définir. Il est évident que les deux ont écrit. Certains prétendent que Mankiewicz a écrit beaucoup plus que Welles. C'est fort possible, mais c'est assez difficile à prouver en réalité. Lorsque les avant-premières donc sortent, la critique est à genoux devant la beauté, la grandeur du film et met dans ses journaux notamment met en avant le fait que ce serait quand même un sacré gâchis que le public ne puisse pas voir ce film à cause des problèmes qu'il peut y avoir au niveau de la diffusion. Du côté de Hearst, aucune réaction, il n'attaque finalement pas la RKO en justice, et pour cause, on a bien conscience dans son entourage qu'attaquer le film, c'est reconnaître qu'on en serait le modèle et reconnaître des éléments critiques, et notamment sa relation extra-conjugale avec Marion Davies, qui est donc le modèle de Suzanne. Et dans la mesure où dans le film il l'épouse, mais c'est pas du tout le cas dans la vie de Hearst. Hearst ayant sa femme qui lui a dit d'accord, t'as une maîtresse, mais je resterai ta femme, et elle lui donnera d'ailleurs 5 enfants. C'est quelque chose qu'on n'a pas envie de mettre sur le devant de la scène publique. Donc pas d'attaque, le film finit par sortir, même si évidemment tous les journaux sous le contrôle de Hearst ne mentionneront jamais le titre du film, et qu'il y aura une campagne de dénigrement de toutes les activités radiophoniques de Welles qui se poursuivent pendant toute la durée d'exploitation du film. Le film n'est pas un succès phénoménal au niveau des entrées, il perd un peu d'argent. On estime qu'il a perdu à peu près 150 000 $. Et le public, en fait, s'est déjà un peu désintéressé au moment où il sort parce que les délais sont assez longs et puis il y a eu une autre actualité. Et le film passe un petit peu inaperçu. Il ne sort en France, puisqu'on est en plein conflit mondial, qu'en 1946, où il aura un retentissement assez important, notamment par la critique, qui ne cessera de le réévaluer. Et il ressort en 1956 aux États-Unis. Et là, il aura un succès qui ensuite ne va pas se démentir, et il sera toujours cité comme étant dans les meilleurs films de tous les temps. J'ai oublié de mentionner qu'il avait été quand même nommé pour 9 Oscars, ce qui est quand même un beau palmarès de nominations. Il n'en obtiendra qu'un, ironiquement, celui du scénario, que vont devoir donc se partager les deux désormais ennemis, Mankiewicz et Welles. Donc, pour évoquer un petit peu la manière dont le film est construit et ce qu'il a d'original, la première chose, c'est de s'intéresser un petit peu à son contenu et au sujet
qu'il évoque, à savoir celle d'un homme total qui s'illustre dans tous les domaines possibles de la civilisation américaine des années, on va dire, de toute la première moitié du XXe siècle, en somme. C'est un homme qui a réussi dans tous les domaines, c'est un homme qui est dans l'industrie, qui est dans la politique, qui est dans aussi évidemment les médias, et c'est un homme qui est rempli de contradictions, et c'est ce qui évidemment va fasciner Orson Welles d'emblée, et c'est un point sur lequel il va beaucoup insister. L'homme, le citoyen Kane, hein, parce que le titre évoque cette idée du citoyen, c'est un homme plein de contradictions qui est dans des circonstances qui lui permettent de donner des discours, de donner des avis qui sont contredits par l'histoire, mais dans lesquels lui aussi même peut être amené à faire des choses qui sont totalement contradictoires par rapport au propre empire qu'il dirige. Et on est face à un homme qui représente une sorte de totalité et qui, on le voit dès le départ, est traité par les uns de communistes, par les autres de fascistes, et lui de répondre qu'il est américain. Et c'est ce paradoxe-là qui, évidemment, intéresse profondément Orson Welles. On voit aussi un homme qui, par rapport à sa richesse, n'est jamais dans la spéculation et commence face à une richesse qu'il a déjà. Il l'évoque à plusieurs reprises. Il obtient un jour une richesse et il ne spécule pas. Hein, et il n'est pas comme certains autres. C'est Bernstein qui parle de cette histoire de ceux dont l'argent est le motif final. Lui ne cherche pas à avoir de l'argent, il l'a déjà, il en dépense beaucoup. Et au lieu de spéculer, il accumule et il se retrouve face à quelque chose de profus, d'extrêmement dense et qui finit par être matérialisé par cette fameuse cette demeure, ce vaste domaine qu'est Xanadu, dans lequel on a un entassement colossal du monde entier, comme s'il avait voulu piller tout ce qui peut paraître exotique, tout ce qui peut paraître artistique, au point que ça finit par ne plus avoir réellement de sens. Et le film multiplie les images de dilatation, de diffractation, que ce soit les différents reflets hein, dans ce miroir quand il apparaît à l'infini comme ça, de toutes ces caisses, de tous ces endroits qui sont saturés d'objets et qui ne parviennent pas réellement à résumer qui est cet homme. Et c'est évidemment là que se crée la structure du film. Le film, c'est l'une des premières innovations qui a vraiment étonné aussi à l'époque. C'est la façon dont il est construit et la manière déjà très déroutante pour l'époque dont il commence. Si vous regardez les débuts du film, vous avez d'abord la mort de Kane, qui est assez mystérieuse, puis vous avez cette très longue séquence News on the March hein, d'actualité filmée, et au bout de la 11e minute du film, on se retrouve avec le mot « fin ». Donc il y a quelque chose d'assez étonnant, et ensuite on a de nouveau un troisième début, qui est ce fameux début d'enquête où on va essayer d'interroger la signification de ce fameux mot Rosebud. Et même le premier témoignage n'en est pas un, puisque Suzanne refuse de témoigner, et là encore on a un raté de nouveau. On a donc des nouvelles, si vous regardez les actualités, ne sont absolument pas dans l'ordre chronologique, il y a des sauts, des mélanges qui vont dans tous les sens, donc c'est quelque chose là aussi qui n'est pas linéaire et qui est assez original pour l'époque. Et ensuite on va avoir une série de témoignages qui déjà là sont une façon un petit peu d'aller chercher à se mettre en opposition avec le désir de contrôle de Kane qui a voulu toujours tout maîtriser de ce qu'il était, de ce qu'on pouvait dire à son sujet. Et au contraire, là, on imagine une structure dans laquelle il va dépendre de plusieurs témoignages qui peuvent se contredire les uns les autres et qui, surtout, sont subjectifs par des témoins. Et des témoins qui sont de plus en plus proches de lui. Hein, le cercle se restreint. On est jusqu'au majordome qui l'a vu dans ces derniers moments, qui l'a entendu prononcer le fameux mot, et quelque chose qui se rapproche et qui va potentiellement donner une explication sur qui était cet homme. Là, si on regarde dans la totalité, nous avons tout de même finalement ces 5 témoignages successifs qui nous permettent d'avoir, même s'il y a des bonds temporels à l'intérieur, une approche finalement chronologique de la vie de cet homme et une mise en ordre sur le modèle du puzzle, qui est un des motifs qu'on retrouve très souvent dans le film, qui nous permet tout de même de très clairement redessiner sa vie et de la comprendre. Simplement, pour mettre en place ces éléments, on a déjà des innovations. On a par exemple cette fameuse scène d'ouverture de Salammbô qu'on revoit 2 fois,
d'un point de vue différent, avec un mouvement de caméra différent et d'un angle différent, d'abord de devant, puis de la vue du public, puis de l'autre côté. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement original, qui aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on parle d'un effet Rashomon en parlant du film de Kurosawa, hein, qui joue énormément sur cette narration multiple qui revient sur les mêmes moments, mais Rashomon, c'est 1950, donc on est quasiment 10 ans après. Et donc là, on voit quelque chose vraiment de moderne qui se met en place. Pour lier ces éléments, il va avoir recours à un effet que vous avez vu de multiples reprises dans le film, qui est le fondu enchaîné. Le fondu enchaîné, c'est pas une invention, hein, c'est quelque chose qui existe déjà, mais qui, dans le film, un plan sur 3 est en transition en fondu enchaîné. Hein, il y a des gens qui ont compté le nombre de plans. Il y a 585 transitions entre les plans, et il y a 150 qui sont en fondu enchaîné. Et donc, ça veut dire qu'un plan sur 3 fonctionne sur ce principe-là. Et c'est évidemment assez important parce que ça montre le travail esthétique que met en place Welles par rapport à son film. Il y a toujours une recherche plastique dans ces transitions, on le voit. Hein. Une arche d'une certaine fenêtre, enfin d'un bâtiment devient d'une fenêtre, il y a un changement de perspective. Une photo s'anime ou au contraire un plan animé devient une photographie à l'intérieur d'un journal, et vous avez un travail sur les transitions temporelles qui est absolument permanent et qui permet un glissement comme ça d'une très grande fluidité, mais en même temps qui peut faire des ellipses de 10-15 ans au sein d'un même plan. Donc c'est quelque chose d'extrêmement travaillé. Le fondu enchaîné, c'est aussi une façon de mettre en place une transition extrêmement fine sur le travail de la mémoire. Si vous regardez à plusieurs moments, vous avez les lieux qui sont éclairés, la lumière s'éteint et les personnages restent. Ou inversement, on garde la lumière sur les visages des personnages et les lieux autour d'eux s'éteignent. On le voit notamment quand ils sont devant les façades des journaux avec le nombre de tirages, etc. Et ces fondus enchaînés montrent aussi la manière trouble dont on peut passer d'une époque à l'autre et la façon dont il peut y avoir évidemment des doutes quant à la manière dont les gens témoignent et la mémoire qui peut leur jouer des tours, voire une volonté de réaménager l'histoire, de la revisiter et de l'arranger à sa façon. Et là, on bascule vers un autre élément central du film qui est le rapport à la vérité. Qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on dit, et comment on évoque, comment on prend en compte la réalité pour la mettre en récit. Le premier élément de vérité, c'est évidemment les liens dans un film à clé entre Kane et Hearst. Donc il y en a beaucoup. Hein. Les gens qui connaissaient la vie de William Randolph Hearst ont vraiment fait beaucoup de liens. En réalité, il y a d'autres personnes qui ont servi de modèle, mais c'est principalement Hearst. Il y a notamment Howard Hughes, qui dont vous avez peut-être vu la vie dans le film Aviator de Martin Scorsese, et qui, ironiquement d'ailleurs, deviendra le patron de la RKO quelques années plus tard. Mais c'est évidemment principalement Hearst. Et Hearst, a exactement donc ce fameux château qui ressemble énormément à Xanadu, et toute l'histoire sur la guerre avec l'occupation espagnole à Cuba s'est réellement passée, et Hearst a effectivement prononcé cette phrase « Je fournirai la guerre », avec vraiment l'idée d'une mise en place d'une guerre par le biais des médias. Pareil pour les présidents qu'il a réussi à faire élire, les élections dans lesquelles ces journaux sont intervenus, etc. Tout ça sont des choses qui sont réellement advenues. Quant à Suzanne Marion Davies, elle ne travaille pas dans le milieu de l'opéra, mais elle est une actrice qu'effectivement Hearst a vraiment largement soutenu et pistonné dans le milieu hollywoodien, à la différence près qu'en réalité, il a un peu étouffé sa carrière parce qu'il refusait qu'elle fasse d'autres rôles que celui de jeune femme extrêmement adolescente, juvénile, etc. Et il ne lui a pas permis de faire autre chose, et ça a un peu freiné ses ambitions d'actrice. Et après le film, tous les gens qui faisaient le parallèle entre la mauvaise cantatrice et Marion Davies, la soi-disant mauvaise actrice, ont vraiment causé du tort à sa carrière, et au point que lorsque ses mémoires posthumes sont sortis, donc après sa mort, Orson Welles a rédigé une préface pour dire tout le bien qu'il pensait de l'actrice Marion Davies, comme pour se racheter un petit peu du mal qu'il avait pu lui faire à travers le film Citizen Kane. Évidemment, l'autre question du rapport à la réalité, c'est tout ce qu'on montre sur le milieu journalistique.
et sur le fait que le désir de grand tirage va évidemment inciter à aller du côté de la presse de caniveau, de la presse à scandale, et on a tout un travail sur la manipulation, et une collusion entre les politiques et la presse qui est clairement dénoncée. Et qui, bien entendu, nous intéresse beaucoup aujourd'hui. David Fincher, l'année dernière, a sorti un film, malheureusement sur Netflix, et qui s'appelle Mank, et qui raconte l'histoire de l'écriture du scénario par Herman Mankiewicz, du scénario de Citizen Kane, et qui montre vraiment Mank au travail. C'est un film absolument extraordinaire, en noir et blanc, et qui emprunte énormément à l'esthétique de Citizen Kane, et qui montre tout ce travail, justement, toute cette inspiration. On voit les souvenirs de Mankiewicz dans ses rapports justement à Hearst ou à Marion Davies, et notamment tout ce qui est montré dans ce film sur la collusion entre médias et phénomènes politiques en 2020 ne peut qu'être mise en rapport avec l'Amérique de Trump et ce fameux torrent de fake news dont on les inonde. Et c'est quelque chose qui, déjà en 1940, était d'actualité et qui, pour le coup, est vraiment troublant à mettre en parallèle, parce qu'on se rend compte que c'est une pratique qui a de longues décennies derrière elle et qui, évidemment, aujourd'hui prend une autre tournure avec les moyens dont les médias disposent actuellement. Dernier point concernant la vérité, c'est évidemment la vérité au sein même du récit. Si vous regardez, il y a plusieurs éléments assez troublants dans la manière dont finalement les journalistes qui vont enquêter sur ce fameux Rosebud se retrouvent face à des éléments qui ne sont pas toujours très clairs. Les plus pertinents d'entre vous l'auront peut-être remarqué, ce n'était pas mon cas, mais dans News on the March au début, vous avez la scène où Thatcher témoigne devant le Congrès et qu'un homme du Congrès lui dit « c'est vrai qu'il vous a tapé avec une luge, etc. » Eh bien, les gens ont remarqué, parce que le film a été quand même sur-analysé, il existe des livres de 400 pages uniquement sur Citizen Kane, que quand on fait la chronologie, ce passage-là se passe en 1925, or on nous montre un film parlant alors que le cinéma était encore muet à ce moment-là. Et il y a toute une série de petits éléments comme ça, je ne vais évidemment pas vous en faire la liste, mais qui montrent que dans le scénario, on met des faux, on met des choses qui sont troublantes et qui posent des problèmes d'accès à la vérité. Le fameux Rosebud, d'ailleurs, est extrêmement problématique. Dans la première scène, il murmure Rosebud, nous voyons une scène où il est seul, il meurt seul, et puis vous avez ensuite l'infirmière qui rentre, et ensuite on nous dit que dans la presse, c'était son dernier mot, Rosebud. On ne sait pas qui l'a entendu. Et pendant tout le film, personne ne se pose la question de qui a entendu ce mot. Et ensuite, à la fin, on nous met le majordome qui dit « oui, je l'ai entendu une fois », et puis ce jour-là, oui, dans la presse, ils disent que c'est le dernier mot. Aucune explication, alors que c'est le cœur même, finalement, de l'enquête. Donc là, il y a une malice, il y a un amusement, évidemment, de la part d'Orson Welles à jouer avec tous ces éléments et à mettre en place une enquête qui, déjà, est un petit peu bancale et va poser problème. Bien entendu, la dimension aussi qui va être extrêmement novatrice dans le film, c'est sa dimension visuelle. On a beaucoup dit, un peu à tort, que Orson Welles avait tout inventé dans ce film. En réalité, il a rien inventé d'un point de vue formel. Tout ce qu'il exploite a déjà été, à un moment ou à un autre de l'histoire du cinéma, projeté sur un écran. Mais ce qui est totalement novateur, c'est la manière dont il va déstabiliser tout l'équilibre à Hollywood. Hollywood, dans les années 30, c'est, comme je le disais, une industrie qui tourne à une cadence industrielle et qui fonctionne parfaitement et qui a réussi à faire une distribution des corps de métier, chacun à sa place, et le réalisateur n'est qu'un artisan parmi les autres. Et le style majoritaire, on est donc là dans le cinéma parlant, c'est un style qui, en fait, quand on le résume, c'est un style qu'on qualifie d'invisible. Si vous regardez le montage, il s'agit d'effacer le plus possible les couples d'un plan à l'autre. On est dans une fluidité. La musique, généralement, elle a une dimension très pédagogique. Elle vous indique quand est-ce que c'est amusant, quand est-ce qu'il faut pleurer, quand est-ce que c'est romantique. Et les plans, généralement, l'échelle des plans, elle est très fonctionnelle. C'est-à-dire que vous avez un gros plan quand on veut vous montrer à quel point la jeune dame est jolie, vous avez un chant contre chant dans un dialogue, et des plans d'ensemble pour vous montrer le décor où ça va se passer.
Tout est filmé à hauteur d'individu et d'une certaine façon, le spectateur hollywoodien, c'est quelqu'un qui aurait une place de luxe dans un théâtre. C'est-à-dire qu'il a un très bon accès à l'image et tout a été facilité pour qu'il s'intègre et qu'il s'immerge dans un récit, mais on va lui faire oublier tout ce qui est de l'ordre du style. Ça ne veut pas dire qu'on fait des mauvais films, ça veut dire que la préoccupation, elle n'est pas formaliste. Vous avez des films absolument exceptionnels. À l'époque, regardez le cinéma de John Ford, mais le cinéma de John Ford, ce n'est pas un cinéma où on va faire du style. On est dans quelque chose de différent. Et là, Orson Welles, il va totalement rompre avec ça. Il ne supporte pas l'idée de la fonctionnalité, et lui, il va créer une image qui va être extrêmement expressive et qui va emprunter à d'autres courants que le courant hollywoodien, notamment l'expressionnisme allemand dans les années 20, avec des cadrages très étranges, des plongées, des contre-plongées, des mouvements de grue, une caméra qui se déplace au fil de plans séquences, et toute une batterie d'éléments stylistiques absolument colossale et qui, d'une façon quasi exhaustive, exploite tout ce qui est possible de faire au cinéma. Mais toujours avec du sens. Et c'est pour ça que le film, justement, est tellement analysé. Vous pouvez prendre n'importe quelle séquence en vous demandant mais pour quelle raison il a mis tel cadrage. Il y en aura toujours et il y aura toujours énormément de choses à dire. Je ne vais évidemment pas vous analyser toutes les séquences. Je donne juste un exemple. La séquence où Charles Enfant joue sur cette fameuse luge et où sa mère prend la décision de se séparer de lui. Vous avez un plan séquence absolument incroyable où d'abord on pense qu'on est à l'extérieur et puis finalement la caméra recule et on se rend compte qu'on est dans l'encadrement d'une fenêtre, elle recule encore et on va avoir donc Thatcher, le père, la mère, qui décide de sa vie au premier plan. Le père est légèrement au deuxième plan et au dernier plan, on a cette lucarne avec l'enfant qui joue toujours à l'intérieur. Et on a un très beau travail sur l'enfermement de cet enfant qui est encore dans un temps de l'innocence, dans la neige, cette fameuse neige qui lui manquera tant, et toute sa vie qui est en train d'être décidée à sa place au premier plan. Tous ces surcadrages, on va les avoir en continu. La scène où, par exemple, il est en train de danser avec les girls et les autres parlent du futur du journal, on le voit en reflet dans une vitre. On a toujours un travail d'enfermement et les conditions de tournage pour ça ont été extrêmement difficiles parce qu'il a fallu mettre en place des éléments particuliers. Les décors, par exemple, ont été souvent construits sur des praticables parce qu'il fallait que la caméra soit en dessous du niveau du sol pour pouvoir filmer certaines contre-plongées. Toute la scène dans le journal, au lendemain de l'élection, on voit vraiment les gens qui nous regardent comme ça. Et l'une des innovations, toute bête, mais qui a eu d'énormes conséquences, c'est que le fait qu'on utilise des petites focales, c'est-à-dire pour avoir de très grands plans d'ensemble, fait qu'on voyait les plafonds. Et en fait, à Hollywood, vous pouvez regarder les films des années 30, on ne voit jamais le plafond. C'est très pratique parce que, bon, déjà, on est à hauteur d'individu, mais surtout, le plafond, il n'y en avait pas. Le plafond, c'était là où on mettait tous les arcs électriques pour illuminer et tous les micros qui pendaient. Donc là, Orson Welles, le chef décorateur, et Greg Toland ont dû inventer un autre système avec des arcs électriques de côté. Et ils avaient en plus besoin d'énormément de lumière, puisque quand ils filmaient avec ces courtes focales, pour avoir une mise au point jusqu'au fond de la pièce, il fallait une quantité colossale de lumière. Il faisait souvent plus de 50 degrés sur le plateau. Et c'était vraiment des conditions assez difficiles de travail. Donc tous ces éléments-là vont avoir des conséquences et à chaque fois sont au service du sens. On est vraiment dans quelque chose qui est toujours motivé et qui montre un personnage qui certes est mis en valeur par exemple par la contre-plongée, mais en réalité cette contre-plongée elle permet aussi de montrer un plafond qui est en permanence au-dessus de lui et qui l'écrase constamment. La quasi-totalité du film est en intérieur. On a très peu d'extérieurs. Et quand on a des extérieurs, c'est des extérieurs qui ont été colonisés d'une manière complètement fausse, comme ce pique-nique, avec cette espèce de jungle recomposée qui ne ressemble plus à rien. On est dans un zoo, on est dans un décor continu. Tout est faux, tout est à l'intérieur, et tout est justement sous le contrôle de cet homme qui n'arrive pas à réellement mettre du sens sur tout ce qu'il possède. Sur l'image, dernier point intéressant, à la fin du film, le film est signé Orson Welles et il a mis à la même taille de police que lui sur la dernière image Greg Toland, c'est-à-dire le chef opérateur. Il le considère comme un co-auteur. Ça, c'est quelque chose qu'on voit quasiment jamais et à plus forte raison à cette époque-là à Hollywood et qui montre vraiment l'importance qu'il a voulu accorder à l'image. Autre importance considérable, celle du son. Welles
à travailler donc pour la radio et il est absolument atterré de voir la manière dont le son est totalement nivelé au cinéma à Hollywood dans les années 30 et il va faire un travail sur les voix, un travail sur la musique et un travail sur le design sonore qui sera extrêmement poussé pour lui. Toute la dimension sonore du film doit être aussi riche et complexe que l'est son image. Donc la profondeur de champ, ce sera aussi une profondeur sonore. Et si vous êtes attentif, vous entendez toujours des bruits en arrière-plan, toujours des éléments extrêmement importants qui vont évidemment épaissir et complexifier tout ce qu'on peut voir à l'image, que ce soit l'écho sur les voix, qui vont nous donner un aperçu de l'espace. Quand on rentre dans le tombeau de Sacher au début, ou quand ils sont à Xanadu et que c'est tellement vaste, eh bien c'est évidemment quelque chose qui enrichit toute cette atmosphère extrêmement anxiogène. La musique, elle aussi, c'est une musique qui va fonctionner par motif. On a le motif Rosebud, on a le motif sur la conquête politique, par exemple, et il y a des variations infimes, extrêmement fines, qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir à l'époque. On a des thèmes qui reviennent de manière assez redondante, et là, au contraire, il y a toujours des modulations qui semblent accompagner tous ces fondus enchaînés. Tout ça, pourquoi ? C'est aussi la question. C'est un film qui est baroque, c'est un film qui en met plein la vue, plein les oreilles aussi. Certains ont dit que c'était le premier et dernier film radiophonique qui ait été créé. Mais ce qui est intéressant, c'est de penser à un modèle pour Orson Welles, qui explique que quand il a été enfant, l'une des grandes révélations qu'il a eues, c'est le jour où on lui a offert un costume de magicien et puis des petits trucs. C'est un modèle qu'on retrouve très souvent dans sa carrière, le magicien. Et l'illusionniste, c'est celui qui, justement, généralement crée un élément visuel qui attire notre attention pour, évidemment, faire diversion par rapport à la manipulation qu'il est en train de mettre en place. Et c'est exactement comme ça que fonctionne aussi la forme exubérante du film. C'est-à-dire que vous avez des choses extrêmement riches, extrêmement profuses, qui suscitent l'admiration d'un point de vue visuel, mais si vous regardez ce dont on parle, c'est avant tout du vide, du creux, de l'échec, de l'effacement. Et ça, on l'évoque dès le départ. Les fameuses News on the March, qui sont aussi un exercice de style pour Wells, qui s'amuse à parodier les actualités filmées de l'époque. C'est extrêmement bien fait. Il a même rayé la pellicule pour donner un aspect ancien, etc. Ces éléments-là, en réalité, montrent comment on va essayer d'accéder à quelque chose qui sera finalement de l'ordre du vide. C'est pour ça aussi qu'il y a un si grand travail sur la profondeur de champ et une netteté qui va extrêmement loin. La scène où il cède après la crise de 29 son journal, où il va vers cette fenêtre gigantesque, où on voit bien qu'il y a un problème de proportion volontaire. C'est une scène la première journée, ils ont tourné sans prise, c'est un plan séquence assez long, qu'ils ont toutes jetées, parce qu'en plus lui il joue dedans, donc c'était assez compliqué d'être devant et derrière en même temps, et qui impliquait des déplacements au millimètre près, de la même façon, au niveau du langage, au niveau sonore. Il y avait un enchevêtrement des paroles qui était répété à la syllabe près et que Wells maîtrisait absolument parfaitement. Donc tous ces éléments-là montrent une obsession pour une maîtrise formelle, mais au service de quelque chose qui n'aboutira pas. Dès, je le disais, donc, les actualités filmées, on vous montre que c'est un homme qui a tout eu et qui a tout perdu. Et il n'y a plus de suspense, en fait. Après les actualités, on sait qu'il a eu 2 mariages qui n'ont pas marché, qu'il a essayé d'être élu gouverneur, que ça n'a pas marché, que sa deuxième femme n'a pas pu être une cantatrice. Rien n'a fonctionné. Et c'est un homme qui accumule les échecs et qui, d'ailleurs, semble être aussi dans une logique d'autodestruction. Et ça, on le voit bien dans ce que dit Sacher au départ. Quand il prend le journal pour s'amuser, il le prend pour dénoncer les groupes dont il est l'actionnaire majoritaire. Et il dit, Sacher lui dit, mais qu'est-ce que vous auriez voulu être ? Et il dit, tout ce que vous détestez. Et on voit une forme de vengeance par rapport à ce qu'il a pu, cet héritage colossal qu'on lui a mis entre les mains et dont il essaye de faire quelque chose qui, finalement, est de l'ordre du sabotage, de l'autodestruction. Et cette thématique du néant, elle avance progressivement et elle nous permet d'accéder à quelque chose qui est invisible et qui est omniprésent. Le premier plan du film, c'est défense d'entrée, et la caméra, elle va nous permettre, par une succession de fondus enchaînés, d'accéder là où on ne devrait pas aller, à savoir dans la chambre de cet homme reclus. Et nous, on a une position comme ça d'omniscience qui va nous permettre de voir tout. Donc là, il y a
la jouissance du réalisateur qui vous donne accès à absolument tout, mais en fait, c'est pour assister à la mort et à un mot mystérieux qui sera quasiment pas résolu. Et la fameuse enquête, c'est une enquête qui finalement est extrêmement déceptive. Vous remarquerez d'ailleurs, c'est très intéressant, mais l'enquêteur, on ne le voit jamais. Il est toujours en amorce, on ne voit pas son visage, il n'a pas d'existence, il n'a pas d'individualité, comme si tout ça n'était qu'un prétexte. Et clairement, Wells exhibe ça, il le dit, il le montre, il dit, en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et la manière dont Thompson, donc le fameux enquêteur sans visage, finit par dire, ouais, bon, c'était probablement une pièce manquante, et puis je ne pense pas qu'un mot puisse résumer la vie d'un homme. On peut s'arrêter là, ou alors on peut s'arrêter à la nouvelle omniscience, la caméra qui, dans un mouvement incroyable, nous permet d'aller voir cette fameuse luge Rosebud, qui nous donne une nouvelle clé, qui serait une clé d'ordre psychologique, et qui nous dit qu'en gros, après, à partir du moment où il a hérité, son enfance n'était plus la même, qu'il a perdu sa vie, qu'il est nostalgique de son enfance, etc. Mais finalement, c'est la même chose, c'est-à-dire que la pièce manquante, c'est nous montrer justement le manque et ce qu'il n'a jamais eu. Et on remarquera d'ailleurs qu'au moment où c'est dévoilé, ça part en fumée et ça devient ce nuage qui s'évapore totalement et on se retrouve de nouveau derrière la grille avec ce défense d'entrée. Donc c'est du silence qui reste, c'est du néant. Et je voudrais juste terminer en faisant un parallèle a posteriori entre ce que raconte le film et la manière dont Wells s'investit dans le film. Par rapport à son intervention dans le scénario, il y a quand même des éléments qui sont troublants entre sa propre histoire et celle de Kane. Sa mère meurt à 8 ans, soit l'âge où Charles est séparé de sa mère dans le film. Son père est écarté de son éducation parce qu'on le considère comme étant irresponsable. C'est la même chose dans le film. Et son héritage est bloqué jusqu'à sa majorité. Il y a le même système. Donc il y a des éléments qui peuvent correspondre. Et ensuite, si on regarde le désir de maîtrise obsessionnelle de Kane peut être mis en lien avec la maîtrise absolue dont a joui Wells lors de ce tournage. C'est quelqu'un qui, justement, a tout contrôlé, a exploité tous les gens autour de lui pour faire cette œuvre parfaite, mais avec la conscience que la perfection ne peut exister sans son opposé, qui serait justement ce néant, ce vide, cette absence, ce manque. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il se retrouve à 25 ans à faire un premier film qui déjà parle de ce désir de contrôle et de cette dérision du désir de contrôle, avec une lucidité qui est assez incroyable, parce qu'en fait, elle préfigure aussi tout ce que sera la carrière de Wells. Wells, après ce film, va avoir une modification de son contrat avec la RKO. Il va y avoir tout un tas de problèmes. Son film suivant, La Splendeur des Anderson, il a décidé, pour ne plus avoir les mêmes problèmes de montage, parce que tout était tellement prévu que tout était monté à l'avance, il décide de la fameuse demeure des Anderson, elle va être construite intégralement, il va pouvoir être libre de filmer comme il voudra dedans. Sauf qu'il n'aura plus jamais les mêmes conditions, il n'aura plus le final cut, et on va tronçonner tous ces films, et il n'aura plus jamais les conditions qu'il a eues. Et quand il dit que c'est quelqu'un qui a commencé mais qui n'a jamais achevé, c'est à peu près ce qui va arriver à Wells par le futur. Wells va passer sa vie à essayer de retrouver les conditions. Il va tourner des films. Si vous savez le nombre de films qu'il n'a pas terminé, c'est absolument incroyable. Il y a des films qui tournent pendant des années en cherchant des capitaux. Et puis surtout, il se compromet aussi, exactement comme Kane le fait dans une presse à scandale, dans des rôles de série B, parce qu'en tant qu'acteur, ça paye toujours bien et ça lui permet de rentrer un petit peu dans ses frais. Et il tourne un nombre incroyable de films en tant qu'acteur qu'il méprise complètement, mais qui lui permettent de survivre un petit peu. Et il finit exactement comme son personnage, seul, devenu une espèce de géant comme ça, rabelaisien, avec des tas de projets, des tas de regrets, des tas de choses laissées en l'état. Comme si donc l'élément de néant qu'il avait mis dans son œuvre au niveau narratif était devenu, in fine, dans sa carrière, un élément quasiment constitutif de son œuvre. Tout le sabotage, le néant, sera dans tous les films à venir d'Orson Welles, et y compris un certain nombre qu'il ne pourra jamais terminer. Merci de votre attention.